Fidel Castro, qui n'a pas encore réussi à stabiliser son mouvement révolutionnaire, fait face depuis quelques jours à une crise grave. Il se trouve en effet aujourd'hui en butte à l'opposition plus ou moins agissante de certains de ses compagnons de la première heure qui l'accusent de communisme. La réforme agraire n'est pas toujours mise en application, elle demeure à l'état de projet et se heurte à la réaction de plus en plus vigoureuse des grands propriétaires étrangers. Elle est même considérée avec méfiance par les campesinos qui, ayant cru en un prochain partage des terres, redoutent maintenant que celles-ci ne soient purement et simplement confisquées par l'État. Par ailleurs, à la suite du survol de la Havane par des avions partis d'aérodromes américains et qui ont lancé sur la capitale cubaine des feuillets de propagande, les relations du gouvernement cubain avec les États-Unis ont atteint au plus haut point de tension. Le survol de la Havane par des avions pilotés par des adversaires de Fidel Castro a provoqué un début de panique. Par dizaines de milliers, des feuillets de propagande hostiles au mouvement révolutionnaire cubain et à son chef jonchent les rues de la capitale. Le trouble jeté dans la population par l'incursion des appareils hostiles a été d'autant plus grand que simultanément des éléments contre-révolutionnaires sont entrés en action. Tiraillant sur la foule, ils ont fait 2 morts et plus de 40 blessés. Quelques heures après l'agression, Fidel Castro, comme il en a pris l'habitude, a convoqué des centaines de milliers de ses partisans pour les haranguer. Devant une foule immense qui brandit des pancartes affirmant la fidélité du peuple au mouvement révolutionnaire, le Premier ministre va stigmatiser ses opposants et les étrangers qui les soutiennent. Puis le chef cubain se retrempe dans la foule de ceux qui ont foi en lui et attendent impatiemment la mise en vigueur de la réforme agraire. Lo leo por la sencilla razón de que sé que el pueblo no tiene miedo. Toute l'économie cubaine repose en effet sur sa production agricole, mais les grandes exploitations de canne à sucre, principale richesse de l'île, comme les plantations de tabac et de fruits, appartiennent encore à quelques très gros propriétaires et surtout à des sociétés américaines. Il en va de même pour les mines et pour les forêts. Cuba, d'ailleurs, par sa situation géographique, commande la mer des Caraïbes. L'île est située à 90 000 seulement de la Floride. Tout le trafic maritime passe à proximité de ses côtes pour emprunter ensuite le canal de Panama. Au reste, dès la conquête espagnole, Cuba ne fut-elle pas appelée la clé du Nouveau Monde. À part 2 grandes villes, la Havane, la capitale, et Santiago, située dans le sud, Cuba est essentiellement un pays de culture. La savane y voisine aussi avec des montagnes boisées. Quelques mines de fer appartenant à des sociétés étrangères sont actuellement exploitées. De grosses scieries de bois d'acajou travaillent pour l'exportation. Mais la grande richesse, la vraie richesse, c'est la canne à sucre. Près des 3/4 de la population paysanne, les campesinos travaillent dans les plantations. Armés de la machette, ils récoltent la canne plusieurs fois par année.
raffineries sont installées sur les lieux mêmes de la production. Comme les plantations, elles appartiennent en majorité à des sociétés américaines. Les Américains, depuis plus de 50 ans, ont considéré en effet Cuba comme une terre, sinon de colonisation, du moins comme une terre d'exploitation. Des capitaux énormes ont été investis. Les grandes exploitations de fruits, surtout de l'ananas, sont la propriété de puissantes compagnies dont le siège se trouve aux États-Unis. Les champs de tabac, comme les manufactures de cigares, appartiennent à des étrangers. Et jusqu'ici, toute l'économie de l'île dépendait de décisions prises par des capitalistes n'ayant d'autre intérêt à Cuba que d'y toucher des dividendes et de réaliser des bénéfices. La Havane elle-même tend de plus en plus à perdre son caractère de ville espagnole pour devenir une grande ville de type américain. Les beaux quartiers ont été aménagés par l'étranger et pour son usage. Et de riches villas y côtoient de gros buildings édifiés grâce à des capitaux nord-américains. Même le Parlement de la Havane est une réplique plus ou moins exacte du Capitole de Washington. Pour les Américains, Cuba et la Havane ont été et sont encore des lieux de repos et de plaisir. Tandis que les hommes d'affaires américains aiment à s'y retrouver dans des congrès, de riches oisifs hantent clubs de nuit et maisons de jeu. Devant tant de luxe, la pauvreté du campesinos a toujours fait un contraste violent. Celui-ci a engendré l'amertume chez les masses. En l'exploitant, Fidel Castro a trouvé un des plus puissants moteurs de sa révolution. Il a décrété la fermeture d'innombrables casinos. Pour des centaines de trafiquants, aujourd'hui, rien ne va plus. Castro réussira-t-il à se maintenir au pouvoir? Dans la lutte qu'il a engagée avec les grosses sociétés étrangères, aura-t-il le dessus? On peut se le demander aujourd'hui, car devant les accusations de communisme portées contre lui par des officiers de son armée, le capital de sympathie qu'il avait pu recueillir aux États-Unis en prenant le pouvoir semble durement atteint. Pour de très puissantes sociétés américaines, il est devenu l'homme à abattre. Il semble donc qu'une crise de régime soit possible. Ce n'est apparemment ni la dénonciation de l'agression américaine, ni le rétablissement des tribunaux militaires qui pourraient l'empêcher, car à Cuba, la crise économique qui peut la précipiter est déjà là.